Bonjour à tous, en tout cas, hein, merci d'être là pour ce webinaire de présentation d'Oxand et de sa solution. Oui, et merci Systématique d'avoir organisé effectivement le lien finalement sur ce sujet. Clara, on va te laisser introduire le webinaire. Oui, merci. Donc bonjour à tous, merci à vous d'être présents. Nous allons développer à travers ce webinaire les bénéfices de la Smart Data pour l'immobilier et les infrastructures. Yann Genet, donc merci à tous d'être présents aujourd'hui pour le webinaire d'Oxand. Toute la semaine, vous aurez des webinaires des champions de Systématique. Donc je me présente, je suis Clara Massé, je suis responsable marketing groupe. J'animerai l'échange entre Monsieur Ancelin, directeur technique d'Oxand, et Monsieur Yann Genet, directeur du développement du groupe Oxand. On va attendre encore quelques secondes pour que les derniers arrivants se connectent. Allez, go, je te propose qu'on y aille, Clara. Très bien. Donc, Charles et Yann, à l'occasion de la nomination d'Oxand en tant que membre, que champion 2020 du pôle systématique, pourriez-vous nous en dire plus sur votre société, votre solution digitale et surtout la valeur ajoutée de votre solution? Voilà, juste pour faire un rapide en synthèse de qui est Oxand, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien. Oxand a été fondé en 2002 sur une problématique assez simple qui était la modélisation finalement de la maintenance, et plutôt de la maintenance par anticipation, puisqu'on est un spin-off d'EDF, de la maintenance prédictive. Donc, c'est-à-dire comment je fais du préventif et pas uniquement du curatif. Assez rapidement, on a modélisé finalement des lois de vieillissement avec une approche également par les risques, qui a permis finalement de développer tout au long de la vie d'Oxand une approche data et logicielle. Cette approche, finalement, elle nous a permis d'approcher des domaines variés, aussi bien dans l'immobilier que dans les infrastructures, en sachant qu'aujourd'hui, la répartition est environ de 2 tiers pour l'immobilier et 1 tiers pour les infrastructures. Sur cette partie-là, aujourd'hui, on réalise un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros, On opère principalement, finalement, en termes d'équipe en Europe, en France, en Suisse et aux Pays-Bas. Et nos clients sont présents majoritairement en Europe, en Amérique du Nord et au Middle East. La croissance d'Oxand, c'est 25% de croissance depuis plusieurs années, qui est drivée effectivement par une orientation de plus en plus data par nos clients, parce qu'aujourd'hui, on adresse un marché finalement, que ce soit du côté des infrastructures ou du côté de l'immobilier, où la donnée existe, on y reviendra, mais la donnée n'est pas structurée, elle est souvent issue d'Excel, de papier, des mètres cubes de papier et aussi des sachants. Donc, ça sera l'objet aussi du webinaire, de revenir de comment on peut capitaliser sur cette partie-là. Aujourd'hui, on est leader effectivement d'un marché en croissance mais naissant, finalement, de la maintenance de la prédictive technologie. Puisqu'aujourd'hui, finalement, l'approche a souvent été soit ultra préventive pour la partie infrastructure, soit très curative pour la partie immobilière. Derrière les sujets, effectivement, et les enjeux qu'on adresse, aujourd'hui, on adresse un enjeu fort qui est effectivement de pouvoir prédire, c'est-à-dire de pouvoir anticiper. Aujourd'hui, de nos clients, aujourd'hui, l'écueil était finalement de subir leur maintenance plutôt qu'être dans l'anticipation. C'est aussi aujourd'hui d'aller vers un monde plus durable, c'est-à-dire d'adresser les enjeux, effectivement, d'efficacité énergétique. Le décret tertiaire est paru dernièrement. De la partie jumeau numérique avec le BIM, au-delà d'avoir un réceptacle qui est la visualisation BIM, c'est comment je me projette aussi pour voir comment les composants et les structures vont vieillir. Derrière, sur la partie infrastructure aussi, c'est d'intermer, et aussi de la partie immobilier, mais du réglementaire. Donc, de pouvoir aussi piloter effectivement des aspects sur tableau de bord, de voir est-ce qu'aujourd'hui j'ai plus d'amiante ou est-ce que j'en ai encore, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai en termes de normes IQOA, par exemple, si on parle des ponts, puis dans quel état sont-ils, et pas juste un état bon, moyen ou mauvais. Voilà, donc c'est surtout de permettre de mieux prédire, mieux choisir, de mieux performer avec
un coût, risque et performance. Mais on y reviendra et on développera le sujet ensemble avec Charles. Et concrètement, quel est le service que propose Oxand? Aujourd'hui, on aide les directions générales, métiers, et à finalement aligner les objectifs. C'est-à-dire aujourd'hui, je revenais sur la data, mais aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de données, mais peu de données structurées. Donc finalement, chacun a sa donnée, mais on a du mal à prendre des décisions objectives. Donc ce que fait Oxand, c'est mettre en place au travers d'un projet rapide, finalement, c'est une solution, Oxand Simeo, qui va permettre finalement de structurer les données d'inventaire, donc effectivement, et d'avoir un processus d'amélioration continue, d'enrichir ces dernières. Une des très fortes valeurs ajoutées qu'Oxand apporte à ses clients, c'est d'avoir capitalisé depuis 2002 sur des lois de vieillissement couplées à une approche par les risques qui est unique aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire beaucoup de gens qui font une approche effectivement empirique, mais qui n'est jamais couplée finalement avec une approche par les risques. Et elle est aussi le fruit finalement de nos 3000 projets qui ont permis d'améliorer, et qui est une amélioration continue, de retour d'expérience avec les clients, fruit de ces 18 ans. Et c'est la mise à disposition effectivement d'une solution simple. Charles, qui est notre directeur technique, en parlera mieux que moi, mais effectivement, le but, c'est pas de mettre une solution faite par des ingénieurs pour des ingénieurs, mais plutôt faite par des ingénieurs pour des opérationnels, mais aussi pour des décisionnaires. Donc, ce type de projet, finalement, quand on le fait, il est rapidement créateur de valeur. On n'a pas besoin d'avoir une masse de données et d'attendre d'avoir toutes ces données. C'est plutôt un processus itératif avec déjà quelques données. On arrive déjà à exprimer, effectivement, d'aller capitaliser, d'aller encadrer 80% finalement des dépenses et des risques. Allez-y. Non, c'est le principe, c'est que finalement aujourd'hui, je reviens, c'est qu'on travaille encore dans les domaines qu'on adresse aujourd'hui pour une majorité de clients quand on n'est pas dans des infrastructures type nucléaire, type hydraulique, qui sont effectivement beaucoup plus en avance et donc ont un processus qui est effectivement beaucoup plus normé. La grande majorité des clients aujourd'hui travaillent encore comme dans les années, allez, je dirais pas 70 parce que Excel n'existait pas, mais on a eu un taux avec les années 80 avec Excel, mais aujourd'hui, nos clients, ils ont des mètres cubes de papier, de rapports, des PPI, des SDI, donc des schémas directeurs immobiliers, des plans pluriannuels. Mais finalement, aujourd'hui, quand on souhaite accéder à la donnée pour prendre des décisions en temps réel, ils sont souvent confrontés finalement à un manque de structuration et à un manque de visibilité. Donc, il y a une grosse perte de productivité parce que personne a les sachants sont là, les données sont là. Il faut constamment les remettre en forme pour pouvoir prendre une décision. Et quand on sait qu'on prend beaucoup de décisions tous les jours, c'est très compliqué. Donc, ce qu'on permet en termes de valeur, finalement, c'est de mieux prioriser les budgets d'investissement par les risques, éviter de fois, par exemple, de faire la même dépense qui ne serait pas nécessaire. Et à contrario, d'être plus résilient. On a vécu une crise importante, d'identifier rapidement les risques qui doivent être mis sous contrôle. C'est également d'allonger la durée de vie des actifs, c'est-à-dire un enjeu financier. C'est-à-dire aujourd'hui, finalement, comment en introduisant de la maintenance préventive, je peux allonger la durée de vie de mes actifs. On prendra des exemples chez les clients au cours de ce webinaire, parce qu'on pense que c'est important de pouvoir les illustrer. Et enfin, c'est d'avoir effectivement des tableaux de bord décisionnels qui permettent finalement en quelques clics d'avoir accès aux informations qui permettent d'obtenir finalement des réponses à ces questions. Est-ce que vous auriez quelques chiffres clés à nous donner ? Oui, tous les projets qu'on a menés, aujourd'hui plus d'une centaine de projets autour d'Oxand Simeo, finalement, nous permettent aujourd'hui d'avoir des retours, des REX, finalement des retours d'expérience de nos clients. On arrive à générer de 15 à 30% finalement d'économies dans la durée. Donc, ça va dépendre de la maturité de ces clients. Quand on parle d'économie, ça peut être des économies effectivement directes, ça peut être aussi de résorber de la dette de maintenance. Aujourd'hui, le deuxième écueil du curatif a été effectivement aujourd'hui d'accumuler une dette de maintenance tant dans les infrastructures que dans l'immobilier qui ne permettent pas finalement aujourd'hui aux gestionnaires de pouvoir finalement avancer de façon sereine. Et donc, il y a une accumulation et donc aujourd'hui, cette économie permet finalement d'être mieux réinvestie pour avoir un avenir plus durable pour ces infrastructures et pour l'immobilier. C'est également une productivité des équipes qui est estimée entre 20 et 30%. Aujourd'hui, les cadres passent entre 20 et 30% de leur temps à compiler de la data finalement dans nos secteurs pour essayer finalement de structurer leur démarche et répondre aux questions.
C'est également la résilience au niveau des risques, c'est-à-dire effectivement de pouvoir identifier rapidement et cartographier ces risques pour pouvoir les mettre sous contrôle au sein de l'organisation pour éviter des accidents qu'on peut avoir tous en tête. On a le pont de Gênes, on a eu un autre pont, heureusement, pendant la durée du Covid en Italie, il n'y avait personne dessus. On a eu les événements dramatiques de Marseille. C'est effectivement de pouvoir mieux piloter et encadrer ce type de risques qui peuvent être compliqués à gérer. J'en ai terminé finalement sur cette partie, mais en conclusion, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients à mieux piloter, à disposer effectivement des bonnes informations pour prendre finalement, aligner les objectifs entre des directions générales et des directions opérationnelles, mais également à mieux communiquer finalement tant en interne qu'en externe. Il y a un vrai exercice qui permet également de décloisonner les informations, décloisonner les services, qui permettent une meilleure communication tant interne qu'externe, c'est-à-dire on travaille aussi beaucoup pour le public, et donc effectivement communiquer auprès des élus, auprès des administrés, sur des feuilles de route pour dépassionner les débats. Très bien. Charles, vous êtes directeur technique d'Auxand. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez rendu simple des sujets si divers et si complexes? Et donc, comme l'expliquait Yann, l'enjeu derrière la digitalisation, c'est donc de permettre des prises de décision en lien avec les enjeux stratégiques de l'entreprise. Concernant notre domaine, c'est surtout de collaborer finalement, de communiquer et de construire des stratégies en embarquant des acteurs très hétérogènes. Donc, comme le disait Yann, Simeo s'adresse autant à des directeurs stratégiques qu'à des directeurs financiers, qu'à des ingénieries de maintenance très techniques, ou à des techniciens opérationnels sur le terrain qui ont besoin de concret pour pouvoir avancer sur leur plan de maintenance. Et donc, toute la difficulté pour Auxand, ça a été de créer un logiciel simple, communicable et transparent. Ce point est très important. On a mis des années à concevoir et à mettre en place une méthodologie, une solution. Auxand Simeo aujourd'hui porte des simulations complexes, fiables de prédiction, mais celles-ci doivent rester lisibles. Et donc, la solution pour ça, comme l'introduisait Yann il y a quelques minutes, ça a été de mettre en place ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, la Smart Data. Donc, c'est un pré-paramétrage de la solution, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est des milliers de modèles prédictifs qui sont embarqués, qui sont prêts à l'usage. Et donc, comment on fait? Tout Auxand collecte, modélise, fiabilise ces données de connaissances prédictives au travers de machine learning, d'études statistiques, d'expertise métier. Et ensuite, cette smart data, elle est simplement couplée aux inventaires de nos clients. Donc, ces inventaires, comme le disait Yann, ça peut être des jumeaux numériques, ça peut être des ERP, ça peut être des systèmes de gestion de patrimoine très classiques, comme les GMAO. Et donc, nous, on va coupler l'inventaire client, extrait de ces systèmes d'information, par le biais d'ETL, d'API, et grâce à des algorithmes de transformation de données. Et tout cela, ça a permis de structurer la data du client pour pouvoir faire des simulations prédictives. Cette smart data, c'est vraiment un élément différenciant. Ça rend la solution facile à déployer, ça rend les plans concrets, et ça évite l'effet boîte noire qu'on peut avoir chez certains concurrents qui font plutôt du deep learning ou d'autres systèmes de simulation qui sont très difficiles à communiquer et surtout qui ne génèrent pas des plans d'action concrets pour la maintenance à 20 ans, comme le fait Auxand, grâce à ces modèles prédictifs et à cette smart data prête à usage dans l'outil Auxand Simeo aujourd'hui. Très bien. Du coup, vous présentez chacun une simplicité de la gestion patrimoniale de vos clients grâce à Auxand Simeo. Bien qu'elle apporte de la visibilité et de la compréhension des données dites utiles, qu'apporte de plus vos méthodologies et votre solution digitale? Ce qu'elle apporte finalement, c'est le fait finalement de rendre effectivement simple des choses compliquées. Aujourd'hui, les données ne sont pas structurées. Donc déjà, c'est une méthode. C'est-à-dire ce qu'on apporte finalement à nos clients, c'est une méthodologie qui, en quelques semaines, quelques mois, suivant les tailles de patrimoine, va permettre finalement de structurer les données. Beaucoup de nos clients pensent qu'il faut énormément de données, il faut énormément de temps, il faut énormément d'énergie pour pouvoir avancer sur le sujet. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'aujourd'hui, finalement, de la donnée, tout le monde en a trop même. Le problème, c'est qu'elle n'est pas structurée avec une démarche. Et donc, finalement, ce qu'a éprouvé au fil des années, finalement, Auxand, c'est cette capacité projet à structurer finalement les données clés qui vont permettre, dans un temps court, de traiter
le 20-80, c'est-à-dire quels sont 20% de mes actifs les plus critiques qui vont représenter 80% de mon budget. Dans des organisations plus matures, on peut aller plus vite, plus loin, parce qu'ils ont déjà commencé à effectivement structurer un petit peu leurs données sur des carnets de santé du bâtiment, sur des données qui ont été un peu plus décomposées. Tout à l'heure, je parlais effectivement des ponts, composés un peu plus loin que juste bon, mauvais, voilà, en termes d'état, mais qui a été décomposé à un niveau d'actif. Donc, c'est cette méthode. Et cette méthode, comme le disait Charles, enrichie par les lois de vieillissement dont on dispose, une fois qu'on va coupler les deux informations, on va déjà avoir finalement la possibilité de se projeter. Derrière, la méthode, elle est gérée effectivement aussi par les risques. Donc, quand on parle d'une méthode par les risques, on va pouvoir gérer différents types de risques. Des risques des biens et aux personnes, des risques de perte d'exploitation, des risques environnementaux, des risques d'image de marque. Et donc, finalement, on va accepter un niveau de risque finalement par actif ou par immeuble ou par finalement infrastructure. Et donc, à partir de là, on va pouvoir définir une programmation pluriannuelle. Donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, au-delà de savoir le budget que je vais dépenser à 1 an ou 2 ans, voilà, qui est plus ou moins fiable parce que j'ai les sachants en interne et j'ai aussi toute l'expertise en interne qui a été développée, ça va être de dire, OK, mais à 5 ans, à 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Et donc, d'arrêter par moment de dire, je vais repousser les problèmes, par exemple, si on est sur des sujets publics, à la prochaine mandature, mais de permettre d'avoir un alignement, effectivement, entre des administrés, des élus, de dire, voilà ce qu'on va faire sur une période de 5, 10, 15 ou 20 ans. Donc, c'est cette partie-là, finalement, qu'on adresse. Derrière, c'est effectivement aussi, on l'a vécu, c'est comment je rends les organisations plus résilientes en permettant le travail à distance. Nos clients n'ont pas eu d'enjeu fort en termes de pilotage avec le Covid-19, puisque ça leur a permis de continuer de fonctionner, puisque c'est une solution effectivement SaaS. Et donc, chacun avait accès aux informations. Les équipes techniques qui n'ont parfois pas pu opérer sur site ont pu opérer justement pour améliorer la cartographie parce qu'ils disposaient de la connaissance et donc ont pu améliorer ces parties-là. On a même eu des prospects qui ont pu développer la démarche pendant cette période de télétravail. Derrière, effectivement, fiabilisation des budgets, des actions. Derrière, une intégration éventuelle, effectivement, avec des GMAO. Comment derrière, finalement, je rends ça opérationnel en day-to-day. Meilleure maîtrise et résilience des risques. Finalement, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait gagner de la productivité et également, derrière, on génère soit des économies, soit derrière, on permet effectivement de résorber la dette de maintenance avec une meilleure dépense du denier public. Très bien. Est-ce que vous pourriez illustrer tous ces enjeux et ces bénéfices directs avec des exemples clients? Oui, on pensait que c'était intéressant dans le cadre du webinaire et n'hésitez pas à nous poser des questions ou interagir pour le rendre un peu plus vivant. Mais effectivement, si on prend différents cas, on va commencer par un cas, l'habitat social, sur lequel on a un certain nombre de clients et un marché qui est en fort développement. On travaille avec l'OHP de Puteaux, voilà. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a une vidéo sur le site que vous pouvez aller regarder, mais la problématique qu'avait le directeur général était qu'il avait des mètres cubes et des mètres cubes de papier, mais il ne savait pas quoi en faire. Il lui arrivait de peindre finalement une façade tous les 5 ans, alors qu'il aurait pu la repeindre tous les 15 ans, tous les 20 ans. Donc, il n'arrivait pas à dépenser finalement l'argent de la manière la plus optimum. Donc ça, c'était un de ses premiers écueils. Deuxième écueil, il n'arrivait pas à aligner finalement l'organisation, à avoir effectivement des directions générales, des directions opérationnelles qui parlent le même langage parce qui parlent sur les mêmes données. Et derrière, il avait un enjeu de rendre effectivement ce qu'on appelle un plan stratégique du patrimoine, qui est un plan réglementaire tous les 5 ans, de le rendre dynamique. C'est-à-dire qu'il avait une photo à un instant T et après, finalement, la mise en action et la mise en dynamique n'était pas possible. Donc, c'est ces enjeux-là, finalement, qui étaient les enjeux principaux. Mais derrière, il y avait une contrainte qui était la satisfaction des usagers. Parce que finalement, les gens qui sont locataires n'étaient pas contents, finalement, de la manière dont c'était piloté, puisqu'ils n'arrivaient pas à communiquer auprès d'eux sur quelle était la stratégie. Donc, par rapport à ça, il y a différentes solutions que Charles va vous présenter qui ont été mises en œuvre. Oui, c'est exactement ça. Un peu, pour compléter un peu, l'OHP, ça fait partie de grands possédants, c'est 5200 logements. Aujourd'hui, c'est 300 000 mètres carrés et 5 millions de budget de maintenance. Donc, on se rend bien compte qu'à taille humaine, avec des chiffres pareils, c'est assez compliqué finalement de garder l'historique, de savoir ce qui doit être adressé pour répondre à ces enjeux et puis de piloter un budget qui est quand même très conséquent.
Et l'OHP a fait le choix de déployer tous les modules quasiment de la suite Oxand Simeo. Donc, Oxand Simeo, comme on en parle depuis tout à l'heure, pour capitaliser les informations de patrimoine et donc générer des plans de maintenance, aligner la maintenance à 30 ans avec ses enjeux et la maintenance courante qu'il faut effectuer sur le parc et les investissements à faire à court terme pour le faire de façon intelligente. Ils utilisent aussi Oxand Analytics, donc là, pour des besoins de reporting, pour aider à la décision, prendre les bons choix au bon moment. Donc pour ça, on a une technologie qui nous permet de créer et d'adapter des tableaux de bord de pilotage à tous nos clients. Et ils peuvent partir du coup en comité de direction ou même en réunion avec, et en quelques clics, avoir les informations qui sont nécessaires à des prises de décision. Et ils utilisent enfin Oxand Hubs. Alors là, du coup, pour la partie satisfaction des usagers que décrivait Yann. Donc là, c'est un système de ticketing qui permet aux usagers des logements de remonter de l'information pour pouvoir déclencher des actions de maintenance ou prendre des informations finalement sur celles qui vont être faites sur leur bâtiment ou autre. Et ça permet d'enrichir, de fiabiliser la donnée encore dans Oxand Simeo. Petit à petit, les techniciens qui reçoivent les tickets sont formés à aller corriger des informations qui pourraient être non fiables dans Oxand Simeo pour encore améliorer le prédictif et le baser vraiment sur des éléments concrets, les éléments d'état de patrimoine et d'enjeux stratégiques de chacun des actifs qui constituent le parc. Donc, ça a permis des belles réductions de maintenance. Pour la petite anecdote, notre client on parle mieux que moi, mais c'est l'historique des actions de maintenance. Des fois, ça permet aussi de ne pas répéter des actions. C'est pas forcément votre sous-traitant qui va vous le dire, mais vous pouvez. Un toit se répare pas tous les ans, et si vous le faites, ça coûte un petit peu cher. Donc, ça permet aussi de garder de l'historique, d'encapsuler la donnée de patrimoine, et donc du coup, de mieux prendre en compte les enjeux de demain et le prédictif et les actions de maintenance vraiment à faire et à prioriser pour le court et le moyen terme. Les chiffres qui ont été communiqués pour l'année 2020, c'est quand même 25% de réduction des budgets effectivement chargés d'investissement. Charles en a parlé aussi, mais c'est aussi un meilleur encadrement finalement ce qu'on appelle le FM, donc le Facility Management. C'est un meilleur alignement finalement de ce qui était de la part de l'investissement, de la part des charges, et qui devait être pris finalement avec les parties prenantes. Donc c'était aussi un alignement et de pouvoir avoir un débat contradictoire avec finalement les prestations de services qui sont déléguées. Très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous présenter ? Oui, dans les infrastructures, aujourd'hui, on a la chance, effectivement, chez Oxand, d'avoir des clients emblématiques. On pensait vous en présenter un qui était le ministère des Armées, et 40 millions de mètres carrés. Et on s'est dit que finalement, c'était tellement un client hors norme que valait mieux prendre des cas plus concrets. Mais si je qui est malgré tout un acteur emblématique de par sa taille, puisque c'est le premier réseau européen au niveau de l'eau. C'est effectivement la problématique qu'on va retrouver, elle est assez semblable finalement à la majorité de nos clients. C'était déjà finalement de disposer d'un inventaire fiable, de capitaliser effectivement sur l'ensemble de ces données pour pouvoir avancer. C'était faciliter la prise de décision aussi en pluriannuel, donc dans ces programmes d'investissement. De mieux communiquer finalement avec ces autorités de tutelle. Donc malgré tout, le CEDIF répond finalement à une délégation de service public de pouvoir effectivement communiquer. On en parlait, c'est des choses de plus en plus importantes aujourd'hui. Ce qui ne peut pas être communiqué, entre guillemets, a tendance à ne pas exister. Donc voilà, c'est comment je peux communiquer sur ce qui est. Et derrière, c'était effectivement comment il pilotait sa gestion déléguée, puisqu'aujourd'hui, il est opérateur, mais il est opérateur avec une société finalement, Veolia pour pas la citer, finalement, qui va effectivement exécuter le marché. Sur les solutions mises en place. Oui, exactement. Et donc du coup, même pour dire, par rapport à ça, le système est fait de telle sorte que finalement, c'est des appels d'offres assez volumineux qui vont être émis pour pouvoir changer de délégataire. Et dans ce système-là, le concédant veut quand même pouvoir être en maîtrise finalement de son parc, et donc a besoin de systèmes qui permettent de structurer l'information de son patrimoine, de la mettre en qualité,
de savoir comment elle répond à ces enjeux. Et dans le cadre de l'eau et sur Paris, vous vous rendez compte de l'importance. Hein. On sort tous du confinement. Je pense que c'est bien que l'eau potable ait pu être acheminée hein, sur les différents logements que constitue Paris. Et donc, du coup, pour pouvoir émettre ces appels d'offres, pour pouvoir qualifier finalement la maintenance qui sera faite sur des marchés de 5, sur des marchés de 10 ans, il faut être en capacité d'avoir, de l'information structurée et fiable, et deux, de savoir la projeter dans le temps pour pouvoir piloter son délégataire et le choisir aussi hein, sur les réponses à appel d'offres. Quels sont les gains qui ont été générés finalement par le SALIF à date parce que moi, voilà, sur le prochain plan d'investissement, il budgète 12% de réduction. Et à date, ils ont déjà généré 20% de gains de productivité au niveau des équipes, par la structuration de la démarche et par le fait de pouvoir mieux piloter finalement les actions de maintenance. Exactement. Il y a un autre cas qui est emblématique chez Auxand, parce qu'aujourd'hui, ça nous touche tous. Au final, c'est le bâti scolaire. Finalement, aujourd'hui, on a énormément de collectivités, hein, villes, départements et régions. Et finalement, on a vu que l'école à la maison, c'était pas si simple. Et donc, on a, je pense, bon nombre d'entre nous hâte que ça revienne finalement à une vie plus normale. Mais aujourd'hui, le bâti scolaire est les premiers postes de dépenses des régions, premiers postes de dépenses des conseils départementaux, un des postes principaux, bien sûr après les salaires, mais au niveau des villes. Et on a travaillé finalement pour Bourgogne-Franche-Comté, pour lequel on les accompagne dans une démarche qui est effectivement itérative sur la meilleure connaissance toujours de leur patrimoine, avec une approche qui est globale, c'est-à-dire une approche non réglementaire, une approche réglementaire, donc de voir finalement de capitaliser sur le côté réglementaire, effectivement aussi pour identifier les non-conformités, et également sur une approche développement durable, c'est-à-dire ils ont anticipé la partie des décret tertiaire et de voir comment, par des indicateurs effectivement de taux d'occupation, efficacité énergétique des bâtiments, couplés finalement aux actions à venir hein, dans les 1, 2, 5, 10 ans finalement, quels seraient les bons moments finalement pour pouvoir investir en prenant en compte la dimension efficacité énergétique. Un exemple simple, effectivement, si je dois refaire une toiture, ce qui en général nécessite effectivement de fermer l'établissement pendant une période longue, et que 5 ans après, je dois changer effectivement mes ouvrants, donc mes vitres, est-ce que je couple pas 5 ans avant finalement les deux opérations pour aller à la fois faire l'efficacité énergétique, aller chercher des financements avec ce qu'on appelle les C2E, donc il y a un financement aujourd'hui de l'État qui est dans l'amélioration énergétique. Et si en même temps j'ai des non-conformités, comment au fil de l'eau, je traite aussi ces non-conformités, je dialogue avec les exploitants. Donc il y a une régie, hein, effectivement, quelle est la part effectivement que la régie peut prendre en charge, mais aussi quelles sont avec les marchés que je passe finalement les demandes plus précises que je peux mettre. C'est un élément clé pour beaucoup de nos clients privés et publics aussi, de pouvoir mutualiser les marchés et de pouvoir avoir de la visibilité, effectivement, de ne pas faire un marché pour une opération, mais pouvoir donner de la visibilité aux cellules de marché ou aux acteurs sur quelles vont être dans les 1, 2 et 3 ans, finalement, les opérations à venir. C'est ça, hein. Aujourd'hui, ça a généré déjà au moins 5% de gains annuels hein, sur la collectivité. Et du coup, ça va aller nécessairement en s'améliorant. Hein. La digitalisation est très importante. Hein. Les élus vont passer, les équipes aussi. C'est vraiment la donnée qui reste finalement. Et donc, pour qu'elle reste, il faut qu'elle soit fiable, il faut qu'elle soit structurée, qu'elle soit à son essence, hein, qu'il soit vraiment la data nécessaire et donc qu'elle soit couplée à de la smart data prédictive pour pouvoir avancer. Là, dans ce cadre-là, la solution a su s'adapter et vraiment offrir des tableaux de bord. Donc, on parlait d'Auxand Analytics, hein, notamment sur le cas de l'OHP. Donc là, c'est aussi très utilisé et donc ça permet de faire du reporting au niveau des conseils régionaux, des conseils départementaux ou travailler directement aussi hein, sur les passations d'équipe et permettre d'appuyer des décisions d'élus qui là se baseront sur du concret, sur de la donnée. Et donc seront forcément plus objectifs. Charles, ça veut dire qu'on peut intégrer de la donnée externe finalement, qu'il n'y a pas que de la donnée issue des données du patrimoine et des lois de vieillissement couplées au risque d'Auxand, avec bien sûr des actions de maintenance associées. Exactement. Et ça, c'est vraiment la souplesse pour le coup d'Auxand Analytics. Ça, on a voulu
une solution de reporting qui permet, déjà d'extraire de la donnée d'Oxand Simeo, donc ses scénarios, sa data, pour avoir une visualisation fine et adaptée, hein, des reportings et des tableaux de bord pour les besoins de nos clients. Et en plus de cette solution, elle permet, alors via des identifiants croisés, hein, ça peut être des adresses, des noms de bâtiments ou autres, mais d'aller simplement croiser de la donnée, météo, de la donnée de tension locative, de la donnée finalement tierce, hein, uniquement à croiser, donc d'enrichir cette possibilité d'aide à la décision qu'offre Oxand Analytics. Ça peut être aussi sur des taux d'occupation de bâtiments, c'est des exemples simples, hein. Oxand va vous permettre de vous projeter dans 20 ans, donc de voir que sur un bâtiment donné, vous avez 2,5 millions de maintenance courante à faire. En croisant de la donnée, on peut s'apercevoir que, le taux d'occupation de ce dit bâtiment, il dépasse jamais 50%, qu'en plus, on a de l'amiante sur le bâtiment, et donc du coup, suite au couple de toutes ces informations, se satisfaire, hein, de délaisser ce bâtiment, de le raser, de reconstruire ou de le revendre en l'état, parce que du coup, il est plus nécessaire et ou rentable, hein, pour l'exercice de gestion de patrimoine. J'aurais une question encore, c'est effectivement sur l'inventaire avec effectivement Oxand Diag, parce que à chaque fois, nos clients, hein, voilà, nous disent, oui, mais attendez, la donnée à collecter, à structurer, c'est compliqué. Pourquoi Oxand Diag alors? Exactement. Alors ça, on l'a rajouté à la suite, hein, c'est un des derniers modules dont on n'a pas parlé, et c'est vrai que c'est très important, hein. On a des grands possédants qui peuvent avoir des équipes de diagnostiqueurs déjà bien en place, qui ont des solutions pour pouvoir se faire. C'est pas le cas de tout le monde. Et donc aujourd'hui, on a développé un module donc qui fonctionne sur tablette, sur smartphone, hein, sur tout ce qui est un petit peu à jour en termes de technologie mobile, et qui permet donc de charger son patrimoine pour aller le mettre à jour en offline. Et donc de se balader dans ces locaux, que ce soit pour créer de la donnée, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être utilisé aussi au moment où on insère de la donnée dans Simeo. Et donc ça va permettre des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées pour faire du diagnostic d'être guidées dans cette découverte du patrimoine, et donc de mettre des bonnes notes d'état, de qualifier l'importance des différents actifs, hein. Est-ce que cette chaudière, est-ce que ce haut-vent est capital, est-ce que cette toiture répond à des enjeux environnementaux ou autres, et donc de guider le diagnostiqueur afin qu'il puisse saisir de la donnée de qualité, et une fois rentré au bureau, se resynchroniser avec Simeo pour injecter la donnée directement dedans. Très bien. Le temps passe. Est-ce que vous auriez un dernier exemple avant de passer à une dernière question? Oui, on voulait effectivement présenter un enjeu BIM sur lequel on a travaillé en conception-réalisation pour projeter effectivement pour le CHU de Nantes quel serait finalement, en fonction des choix de conception, le gain ou effectivement les pertes, hein, finalement, de choix. Effectivement, de par notre expertise avec nos lois de vieillissement couplées par les risques, ça permet également de projeter dans une maquette numérique et de voir quelles vont être les incidences et quels vont être les moments clés finalement de la vie d'un bâtiment. Et en fonction du matériau, en fonction des choix de conception, de voir si finalement je vais avoir des opérations de travaux qui vont être réalisées. On parle de la vraie vie, hein, c'est-à-dire dans un hôpital, si à un moment donné je dois fermer 20% de mon hôpital, j'ai un enjeu qui est très fort par rapport à le fait qu'ils puissent accepter ou non finalement un ensemble de patients. Et donc, on a en modélisant finalement dans une maquette numérique, on a pu la visualiser en 3D en voyant ce vieillissement et en changeant les choix de conception, de voir quelle était l'incidence effectivement pour avoir une meilleure programmation. Le choix a été vraiment optimum, ce qui a permis de générer finalement 18% finalement par an sur 20 ans, quand on sait qu'un hôpital, pour vous donner quelques chiffres, sur 20 ans, il coûte le double de sa construction. Il y a une phase effectivement de construction, une phase de 5 ans où il y a peu d'investissement, mais après, on re-rentre souvent dans des investissements assez importants au niveau de la fonction hospitalière. Donc, c'est vraiment le choix de conception, et dans l'hôpital, c'est vrai, mais c'est vrai également dans d'autres typologies, hein, notamment dans l'immobilier. Un choix de conception, je prends sur des régions qui peuvent être un peu chaudes, de mettre ou pas des pare-soleil, va avoir une incidence très forte finalement sur la vie du bâtiment, donc aussi bien façade peinture que sur l'efficacité énergétique, donc climatisation en l'occurrence pour l'été. Donc c'est un vrai enjeu aujourd'hui le BIM, de pouvoir effectivement
avoir cette restitution, puisque ça permet effectivement d'aligner également les organisations. Mais aujourd'hui, le BIM, il a vocation finalement aussi à projeter dans le temps. Et donc, sans loi de vieillissement et sans une approche par les risques, effectivement, c'est exploiter ce qui pourrait en être fait. Ouais, et là, on parle de très concret. Hein, donc, on parle tous de jumeaux numériques. C'est vraiment une technologie qui se déploie de mieux en mieux, hein, qui permet de pouvoir organiser des chantiers de maintenance directement depuis son bureau ou autre et d'être très efficace hein, sur la connaissance de son patrimoine. C'est un investissement aussi technologique. Et donc, du coup, là, donc le jumeau numérique, le BIM, hein, qui est son immobilier, peut être extrait. C'est de l'information structurée, hein, donc peut être vraiment extrait du système, couplé à notre smart data pour permettre ce predictif, pour permettre ce vieillissement et pour le permettre, comme disait Yann, finalement, hein, de savoir ce qu'un choix de conception implique sur une vie de 30, 40 ans, 100 ans d'un bâtiment, et pour pouvoir prendre des bonnes décisions dès sa conception et ensuite les piloter sur toute la vie du bâtiment. Très bien, donc c'est des cas extrêmement concrets, variés et surtout d'actualité. Donc on parle de défis à moyen terme. Quels sont les défis de demain pour ceux qui n'ont pas démarré une approche préventive grâce au prédictif? Aujourd'hui, il y a un changement. Finalement, aujourd'hui, quand on dialogue avec nos clients dans le domaine des infrastructures, le domaine de l'immobilier, tout le monde constate la même chose. Là, maintenant, c'est un échec. Au final, 80-85% des organisations ont une maintenance purement curative et il n'y a pas d'anticipation. Tout le monde souhaiterait aller vers l'anticipation. La difficulté, comme je le disais, c'est que les organisations, finalement, ne sont pas outillées. C'est-à-dire aujourd'hui, ils travaillent encore comme dans les années 80, avec Jean-Pierre, je ne sais pas s'il y a des Jean-Pierre, avec des Daniel qui ont la connaissance, et puis un document qui a été fait il y a 3, 4, 5 ans, qui a donné une vision. Mais finalement, il n'y a pas d'alignement des différentes directions. Les prises de décision, elles se font finalement dans l'urgence, et donc il n'y a pas d'anticipation. À l'inverse, on a des organisations qui sont ultra préventives, donc qui changent par anticipation tout, mais sans une priorisation par les risques, et qui pourraient générer effectivement des économies importantes, un meilleur usage aussi pour la planète, hein, parce qu'il faut comprendre que derrière la maintenance, c'est aussi des matériaux, c'est aussi de l'énergie dépensée. Donc aujourd'hui, c'est d'avoir un alignement, un meilleur alignement finalement des deux côtés, et de trouver finalement la meilleure coût, risque, et finalement performance. Ça, c'est possible. Chez Octand, on le fait pour tous nos clients. Et derrière, finalement, si je prends de l'exploitation, les gens voient aussi l'amélioration finalement de leur travail en continu. Les directions générales peuvent communiquer en interne, en externe, et donc on arrive à avoir finalement une organisation qui est plus résiliente, une organisation qui est plus performante et finalement qui maîtrise mieux ses risques. Donc, les enjeux d'aujourd'hui, finalement, c'est de mettre en œuvre ce que tout le monde souhaite depuis des années. Et c'est possible avec un coût raisonnable. Et en plus, qui génère finalement à un horizon de court terme. À moins d'un an, on génère à moins d'un an, on génère rapidement finalement des économies. Ou en tout cas, comme je le disais, meilleur investissement qui va résorber de la dette de maintenance. Donc, c'est ces contraintes-là. La deuxième contrainte qui est apparue chez beaucoup de nos prospects et qui a accéléré beaucoup de choses aussi, c'est que la crise a aussi montré la limite finalement du papier et de la connaissance dans finalement le cerveau de chacun et le besoin de structurer les choses pour pouvoir accéder finalement à distance aux informations et pouvoir continuer à opérer. Le monde de demain, je ne le connais pas, mais effectivement, il y aura sûrement besoin de poursuivre dans cette logique de pouvoir digitaliser des directions qui le sont encore trop peu. Charles, sur le… Ah oui, donc sur j'étais en train de lire les questions en même temps sur le chat. On va répondre juste après. Hein, je te rejoins sur ce que tu disais, Yann. Le monde de demain n'est pas écrit. Ça, c'est évident. Hein. Il y a beaucoup d'incertitudes qui persistent sur les modèles sociétaux qui vont permettre de répondre aux crises successives qu'on subit actuellement. Ce qui est sûr, c'est que certains chantiers sont nécessaires. Ils vont devoir être amplifiés. Hein. La priorisation des investissements et son adéquation avec les enjeux environnementaux, avec les facteurs de risque, on est clairement un dans ce contexte.
on a besoin de capitaliser sur la connaissance de son patrimoine, sur les enjeux qu'il porte, et ceci simplement à des fins d'agilité, permettre de prendre des décisions éclairées en fonction du contexte, capable de rapidement modifier l'importance d'un risque, ses impacts, et de créer des scénarios alternatifs qui vont permettre de prendre des décisions d'investissement objectives. On le voit aujourd'hui, hein, les enjeux énergétiques vont cristalliser aussi beaucoup d'enjeux demain. Le développement durable va imposer de nouvelles normes. Comment répondre Comment répondre sans qualifier son patrimoine et sans le projeter et l'adapter à ces contraintes? Comment vérifier la pérennité de parcs hors normes une fois soumis à ces nouvelles contraintes? Oxfam Simeo permet ça. C'est ça la réponse finalement aux enjeux de demain, Clara, que tu demandais. Oxfam permet ça. C'est une capitalisation croissante de sa smart data. Il ira que dans le sens de l'histoire, dans le sens où les données d'inventaire, elle permettra de structurer, elle permettra de prendre connaissance de ces risques et de savoir s'adapter. En toute agilité, pouvoir répondre à des grandes crises comme on connaît aujourd'hui, en reprojetant son parc, en lui imposant de nouvelles contraintes et en créant des scénarios alternatifs pour répondre aux problématiques de l'immobilier privé qui vont connaître à court ou moyen terme. C'est ce type d'outil finalement qui va leur permettre de dire ok, une nouvelle crise change la donne. On connaît notre patrimoine, on peut simuler un nouveau modèle économique autour de notre parc, on peut projeter ça dans le temps et on peut voir comment on répond et comment on pilote finalement les investissements qu'on va avoir à faire ou ceux qu'on veut mettre de côté par rapport à notre plan initial. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange sur les bénéfices autour de la Smart Data. S'il y a 3 grandes idées à retenir avant de passer aux questions, c'est qu'il y a un besoin urgent de digitalisation des données, des processus et d'une méthodologie. Le deuxième point, c'est que le curatif n'est plus salvateur aujourd'hui. En anticipant, nous pourrions moins subir de pertes et de catastrophes. Et enfin, les acteurs de la maintenance aujourd'hui ont besoin d'un cockpit de pilotage. Et c'est ce que Coxant Simeo apporte grâce au tableau de bord décisionnel. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais passer aux questions. Donc, la première question, c'est les capteurs que nous utilisons et sont-ils toujours du même type sur l'ensemble des installations? Alors, on s'adapte sur tous les secteurs où on travaille. L'immobilier est très peu outillé, par exemple, donc on va retrouver les données plutôt dans des systèmes d'information. En revanche, sur tout ce qui est installation sur des infrastructures eau, voirie ou autres infrastructures de transport électrique, on retrouve des données d'IoT. Et donc, du coup, non, on sait se brancher, on sait utiliser du machine learning dessus pour vérifier que les lois de vieillissement mises à disposition dans Simeo sont bonnes par rapport à ces données-là. Donc, on est très friand d'en avoir, mais les capteurs sont, pour le coup, différents d'une infrastructure à l'autre. Dans l'immobilier, on va retrouver quelques capteurs de taux d'utilisation, de taux de fréquentation. J'ai l'impression qu'on parlait plus d'IoT, mais oui. Ils peuvent permettre d'adapter effectivement le vieillissement finalement de certains composants. J'ai répondu à la question. Je vous dirais. Deuxième question, le prédictif peut-il devenir une obligation dans le domaine de l'assurance dommage-ouvrage? Grande question. Dans la partie dommage-ouvrage, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une réflexion aujourd'hui de grands propriétaires immobiliers et je pense qu'on aura un sujet notamment sur la partie ouvrage d'art type pont, puisque suite aux différents accidents, je pense qu'en étant dans un pays qui aime bien réglementer, on va avoir des choses qui vont évoluer. Donc, je pense que les assureurs ont poussé effectivement à ce qu'à un moment donné, il y a la démonstration finalement de ce qui a été fait et de l'anticipation et de ne pas être juste dans le fait de subir. Aujourd'hui, pour répondre clairement, non. Aujourd'hui, ce n'est pas une obligation. Mais clairement, le coût finalement aujourd'hui du dédommagement sur ce type d'accident qui peut en plus être dramatique, effectivement, aurait tendance à me laisser penser que oui, on va vers effectivement un processus qui nécessitera au moins de documenter, de pouvoir expliquer par anticipation ce qui a été fait. Alors,
Troisième question, prenez-vous des engagements sur les objectifs de gains économiques et quel est votre business model des prestations? Est-ce que c'est des licences annuelles et ou forfait? Aujourd'hui, on a une question, Charles, si tu veux, mais on a sur les engagements aujourd'hui, je vais dire non. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, la maintenance, nous, on va effectivement, il faudrait qu'on prenne effectivement la maintenance en charge également. C'est-à-dire qu'on prédise et qu'on opère. Aujourd'hui, n'étant pas opérateur, c'est-à-dire que derrière, c'est nos clients qui en gardent la maîtrise et ils souhaitent la garder, on ne peut pas s'engager. Par contre, effectivement, dans le cadre de contrats qu'on a, hein, qui sont des contrats, voilà, pour répondre à la suite de la question, c'est des contrats d'abonnement en souscription SaaS, hein, voilà, sur une base de 36 mois. Derrière, on peut très vite finalement faire un REX. Le coût par rapport aux investissements, hein, on parle de moins d'1% finalement dans le coût d'investissement qu'on a par rapport à ce que nos clients dépensent, on peut très vite faire le résultat. Le résultat, il est très vite objectivable. Et donc, au final, nos clients, c'est une question qu'on a souvent, voilà, je reprends ma casquette de directeur du développement, hein. Très rapidement, finalement, quand on objective sur quelques composants principaux, ils se rendent compte qu'effectivement, le technique dit oui, effectivement, ça correspond à ce que j'avais en tête. Par contre, je n'avais pas l'ensemble des informations en termes de fiabilisation. Ah oui, puis ça, oui, effectivement, si. Je vais prendre un exemple simple, hein, un toit terrasse, hein, donc un toit plat avec un revêtement étanche. Aujourd'hui, la majorité des clients ne font pas de sondage. Nous, on va demander à un moment donné, dans les lois de vieillissement, on va demander une visuelle, voilà, qui coûte finalement juste l'opérateur. Mais à un moment donné, on va proposer un sondage qui va permettre de détecter s'il y a de l'humidité ou pas. Si jamais j'ai quelques traces d'humidité, je vais pouvoir faire des reprises. Et donc là, on parle d'économies qui vont chiffrer en plus de 100K euros, parce qu'au final, quand je le fais par rapport à tout un toit, j'arrive vite à des coûts entre 50, 100 000 suivant, voilà, et voire 1 million suivant la taille du toit. Donc, si je peux allonger la durée de vie de 5 ou 6 ans d'un toit terrasse, finalement, l'économie générée, elle est énorme. Et donc, un parc qui peut représenter des millions de mètres carrés, on arrive vite à des économies qui se chiffrent effectivement à centaines de cas minimum et en millions souvent pour nos clients. J'ai une question pour vous, Charles. Les lois de vieillissement sont-elles issues de modèles physiques ou de modèles statistiques? Comment sont-elles calibrées? Oui, ça va répondre. Alors, je n'ai pas les noms de famille, hein, donc merci Ronan et merci Gauthier. Je vais peut-être répondre aux deux questions qui se suivaient en même temps. Donc, dans le cadre de nouveaux matériaux, on a de l'expertise technique. On est capable de modéliser avec des outils scientifiques finalement des potentiels de vieillissement. Mais aujourd'hui, sur quoi se basent nos modèles prédictifs? Ils se basent sur 20 ans d'expertise et de travail d'émission de conseil. Donc 20 ans de modélisation, 20 ans de récupération de données statistiques et 20 ans de calibrage finalement sur ce qui avait été projeté dans le passé et comment ça répond dans le futur aux exercices qu'on met en place. Donc ça peut être des modèles physiques, ça peut être des modèles statistiques. Les experts chez nous travaillent justement à encapsuler cette smart data selon le modèle qui répond le mieux et en fonction du type d'équipement. On va avoir des domaines très différents. Hein. L'immobilier et le bâti est très peu équipé, mais notre expérience nous permet de vérifier que nos modèles, que les modèles mis en place il y a des années de cela, répondent bien à la réalité. On a des domaines qui vont être beaucoup plus fins. Hein. On peut remonter des données de diagnostic, par exemple, chez les autoroutiers. On a des diagnostics à grand rendement qui sont effectués par des machines et qui nous permettent d'avoir des données très profondes et dans ce cas-là, de mettre en place des modèles statistiques ou du machine learning est beaucoup plus adapté et répond beaucoup mieux en termes de modélisation. Donc, ça va dépendre des secteurs. Mais c'est bien tout le regard. Hein. Aujourd'hui, on a tout un process de data management qui nous permet de vérifier que ce qui a été mis en place répond bien à la réalité d'une mission sur l'autre. Et on a des missions conseils qui déploient et qui enrichissent encore la donnée prédictive qui est mise à disposition dans Simeo grâce à tout ça. Et donc, pour répondre à la question de Gauthier, vas-y, oui. Non, la question sur le CSTB et effectivement les prescriptions finalement qui peuvent être issues, Charles. Alors, je vais apprendre la question. Non, la question au-dessus, je n'avais pas. Désolé, ouais. J'étais remonté.
la question sur le les stats là, mais oui, on a aussi du couplage avec de l'expertise par secteur qui nous permettent sur les missions conseil, finalement, on peut se rapprocher, dans le cas où l'expertise n'est pas portée par Oxand, d'acteurs comme le CSTB pour enrichir et pour fiabiliser nos modèles. Et après, ça va être la confrontation finalement entre de l'empirique et des tests qui ne sont pas faits dans la durée, avec effectivement la confrontation et le fruit effectivement des 20 ans d'expérience d'Oxand, de capitaliser finalement sur le réel. Et donc avec parce que je peux faire des essais en soufflerie, je peux faire tout type d'essais, mais après finalement la réalité d'avoir un parc finalement très diversifié et nombreux. On parle de 3200 milliards aujourd'hui de parcs qui est sous gestion dans Simeo. Donc on a aussi ce retour d'expérience qui permet de mieux calibrer finalement que juste de l'empirique. Très bien. Je crois qu'il nous reste une question. Alors, ouais, j'y ai répondu. Tu parles de la question sur les données d'entrée? Non, sur notre positionnement par rapport au BIM et quelle est du coup la place du BIM par rapport à la Smart Data. Une question de Marc S. Oui, donc elle date peut-être d'avant la communication sur le cas client sur le CHU. Je ne sais pas, mais du coup, on en parlait au travers de cet exemple de cas client. La chance des jumeaux numériques, notamment du BIM, c'est d'avoir déjà de la donnée structurée. Donc, le couplage est simple dans ce cas-là. Nos algorithmes de transformation de data vont extraire l'information des classes IFC qu'on peut retrouver sur les bâtiments, peut-être extrapoler certaines données qui pourraient être manquantes dans les modèles et venir directement les injecter dans Simeo pour pouvoir faire le prédictif. Ça permet de visualiser, de vérifier ses choix de conception ou alors sur du BIM courant, de projeter pour aligner sa maintenance à long terme avec la maintenance courante. Et donc, après, d'aller modifier sa maquette pour prendre d'autres décisions ou alors aller lancer les appels d'offres liés aux investissements qui ont été priorisés par Simeo. La question sur est-ce que c'est pas un nice to have d'avoir Oxand Simeo, Charles? Qu'est-ce que tu en penses? Non, très clairement, surtout dans le contexte actuel. Aujourd'hui, comment on peut prendre des décisions sans connaissance finalement? C'est toute la difficulté qu'on va avoir. On le voit avec la pandémie, on le voit avec des grands risques. On a construit énormément il y a 40 ans. Aujourd'hui, on subit un petit peu le vieillissement de ce patrimoine. On fait face à une société finalement qui est de plus en plus agile, à des modèles économiques qui sont de moins en moins lisibles sur les années à venir. Et donc, comment on prend des décisions? Je parlais de l'immobilier privé tout à l'heure. Aujourd'hui, ils vont devoir, mais toutes les PME, toutes les entreprises, mais face à cette crise, ils vont vraiment devoir se remettre en question. Comment on le fait? Comment on le fait si on n'a pas la connaissance de son patrimoine, la connaissance des décisions qui ont été prises, la connaissance des chantiers d'investissement qu'on pensait lancer, qu'il va peut-être falloir modifier pour répondre à de nouveaux aménagements ou à de nouvelles contraintes? Donc non, très clairement, Oxand Simeo n'est pas un nice to have, c'est un élément assez différenciant et qui permet des décisions stratégiques basées sur du concret et basées sur des tableaux de bord qui vont vraiment permettre de prendre le factuel pour ce qu'il est et donc de clarifier des stratégies qu'on pourrait avoir à prendre pour demain. Là, on a eu des clients, pour vous donner des retours avec les clients avec lesquels on échange, qui nous ont dit là, on m'a demandé de faire 15% d'économie sur la maintenance. Voilà, je l'ai projeté effectivement dans un scénario. Voilà, on peut mettre sous contrainte les scénarios, montrant finalement l'augmentation des risques, où est-ce qu'ils étaient, et finalement, on a réussi à coupler finalement une réduction qui était un peu moins de 15%, tout en laissant les risques à un niveau acceptable. Donc, c'est aussi d'arriver à un moment donné d'avoir un dialogue compétitif. Et je pense que dans les mois, et voire même à venir, que ça soit tant du côté public que du côté privé, de trouver la meilleure adéquation entre les dépenses et les risques acceptables. C'est un enjeu clé de résilience et d'adaptabilité rapide. Est-ce qu'il y a d'autres Comment? Je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Charles et Yann pour ces explications et puis à très bientôt. Merci à Systématique aussi pour l'organisation. Encore fier de faire partie du label champion cette année et des interactions qu'on peut avoir avec l'ensemble de l'écosystème.
Et merci à tous d'avoir pris du temps, d'avoir été présents avec nous pendant cette petite heure. Bonne journée, bon courage à tous. Bonne journée. Au revoir.